Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Alors aujourd'hui, on va faire comme d'habitude sur le podcast avec un petit peu de retard parce que il y a eu le retour sur de vacances et pas mal de choses à gérer avec la rentrée. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement le bilan de mes investissements en juillet et en août 2025. Si tu suis le podcast depuis un moment, tu sais que j'aime bien faire des bilans réguliers sur les performances pour être totalement, transparent avec vous et puis vous montrer aussi que la bourse, c'est jamais, tout rose, tout beau, qu'il y a toujours des dents de scie, des années, des mois où ça va très bien se passer, des mois où ça va plutôt baisser et cetera. Donc on va faire le bilan ensemble de tout mon parcours, de tous mes investissements, tout ce que j'ai pu faire finalement en juillet, en août en tant que nouveau rentier. Donc ça touche aussi bien sûr, l'immobilier, ça donc on va parler vraiment de tout ça, aujourd'hui. Alors, petit rappel de mon parcours vers l'indépendance financière quand même. Pour mes investissements en bourse, je les ai faits en 2010-2011, donc ça fait 15 ans. J'ai créé la méthode RSR que j'utilise avant tout, pour moi aujourd'hui, en 2018-2019. Entre 2016-2019, j'ai pas mal investi dans l'immobilier aussi avec plus de 700 000 € empruntés auprès des banques. Ce qui m'a permis en mars 2019, tout ça, de quitter mon boulot et de faire une rupture conventionnelle, et d'atteindre en fait l'indépendance financière que j'ai aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Donc ça, c'est pas mal. Je m'en sors bien et je tiens, mon projet de vie, ce que j'avais en tête, quand j'ai commencé tout ça en 2010. Naturellement, avec ce podcast, beaucoup de gens sont venus me voir en mode, «Bah, qu'est-ce que tu fais? Comment tu investis en bourse? Qu'est-ce que c'est ta méthode RSR?» et cetera. Donc ça m'a permis aussi de créer une activité complémentaire à tout ça, qui est d'aider, les particuliers à investir en bourse et de prendre en main, leur patrimoine. Et j'ai pu accompagner, grâce à ça aujourd'hui plus de 150 personnes à reprendre en main leur patrimoine, devenir autonomes, s'affranchir des banques, des fonds d'investissement, de toutes les personnes qui prennent, beaucoup de frais et de enfin, performer, sur leur patrimoine, sur, leurs objectifs financiers à long terme. Voilà un petit peu pour le topo. Maintenant si on rentre dans le vif du sujet, il y a la méthode RSR que j'utilise principalement, sur mon patrimoine, donc sur à peu près 70 de mon patrimoine. Aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est en juillet et en août, il y a eu une reprise, de l'activité, d'investissement en bourse, ce qui me permet d'accumuler plus 6,4 en 2 mois. Donc certains diront que c'est pas grand-chose, d'autres se diront que c'est, 3 fois, 2-3 fois le livret A en 2 mois, alors que le livret A, c'est sur 1 an. Malgré ça, la performance 2025 reste négative et c'est là aussi où je suis totalement, transparent avec toi. Quand c'est des très bonnes années, je te tiens au courant. Quand c'est des moins bonnes années, je te le dis aussi. Je le cache pas. Voilà, là, on est à moins 1,5 pour la méthode RSR, alors que le Nasdaq a pris 11,1 cette année 2025. Donc on sous-performe, un petit peu le Nasdaq cette année pour le moment. 2 choses par rapport à ça, bah, 1, l'année, n'est pas finie, donc on peut encore rattraper le retard qu'on a pris sur le Nasdaq. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je regarde sur plus longtemps, c'est-à-dire, quelle a été ma performance sur les 5 dernières années. Là, je sais que j'ai fait, fois 4,5, en 5 ans, alors que le Nasdaq, il a fait fois 2. Donc je fais plus que 2 fois la performance du Nasdaq et je sais aussi que ma méthode sur les 26 dernières années, elle a généré en moyenne 23,5 alors que le Nasdaq sur la même période, a pris, 8,8 par an en annualisé. Donc si on regarde sur le long terme, on reste largement, profitable aujourd'hui et je reste largement profitable à utiliser la méthode RSR, plutôt que d'investir, directement sur un ETF qui suit le Nasdaq, par exemple. Maintenant, on peut parler aussi crypto, nouveau plus haut de la crypto, donc ça, c'était en août 2025. Il y a un nouveau plus haut qui a été fait à 124 504 $ exactement et ensuite, on a un comportement qui est plutôt sain, c'est-à-dire, retester, la zone qui a été cassée précédemment et donc ça, c'est des comportements plutôt sains, qu'on peut attendre d'un cycle haussier.
Donc à voir un petit peu ce que ça fait, en septembre. Là, ça a bien testé le niveau et c'est en train potentiellement de repartir à la hausse pour potentiellement casser ce plus haut de d'août. Donc on va voir un peu ce qui se passe en septembre et en octobre, mais ça s'annonce plutôt en mode, marché haussier pour l'instant sur la crypto et sur le bitcoin en particulier. Pour moi, c'est pas une bonne année, la crypto. J'ai fait quelques conneries, donc je suis à moins 10,6% cette année. Sachant que en juin, j'étais encore à moins 20%, donc ça remonte tranquillement. Je pense que je ferai une année, peut-être, autour de zéro ou, peut-être même un petit peu en positif. On verra ça à la fin de l'année. Je me suis un peu éparpillé à une période et là, je me reconcentre vraiment sur ce qui est profitable pour moi, c'est-à-dire ma stratégie d'investissement long terme aussi, en crypto qui s'appelle la méthode CLT, qui fonctionne très bien et j'aurais pas dû, sortir de ce rail-là, mais bon, c'est trop tard. L'erreur a été faite, mais sur, pas énormément de patrimoine finalement, donc ça va, je m'en sors bien et maintenant, j'ai appris de cette petite erreur et je repars, tranquillement vers, de meilleurs horizons, on l'espère, pour la crypto. Ce qui me donne, une performance réelle de tous mes investissements, en fait, bourse plus crypto, depuis 2019 à 2025 aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai pris 2019? Parce que c'est le moment, en fait, où les personnes ont commencé à me rejoindre, dans mon accompagnement et profiter des performances que je peux faire sur les marchés financiers. Donc 2019, c'était 13,3%, 2020, c'était 68,9%, 2021, 89,9%, 2022, moins 49,5%, 2023, 90,3%, 2024, 73,6% et 2025, moins 5,5% pour le moment, à 8 mois d'investissement. Donc on va voir comment finit l'année. Sachant que c'est, performance globale, c'est-à-dire que ça inclut aussi, la chute crypto, de 2022. Faut savoir qu'en 2022, en fait, les marchés financiers ont chuté, la crypto également, c'est ça qui a créé ce moins 49, 5, de mon portefeuille. Mon approche actuelle de l'investissement en bourse, elle reste inchangée. C'est toujours de l'investissement à long terme, 5 à 10 ans minimum quand tu investis en bourse. Des CA mensuels, c'est-à-dire mettre, un investissement régulier entre 100 et 1 000 €, pour ma part, entre le pro et le perso. Puisque aujourd'hui j'ai un compte titre pro qui me permet d'investir en bourse avec ma boîte. Donc ça me permet d'investir une partie des bénéfices de la société en bourse. Donc c'est quand même hyper intéressant pour de futurs investissements avec ma société ou pour, prévoir la retraite avec ma société ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai exploré là ces derniers mois et je suis assez satisfait d'avoir trouvé, bah, où ouvrir les comptes, réussi à les ouvrir parce que c'est assez lourd, du point de vue, administratif et pouvoir acheter mes premières actions avec mon compte pro. Donc c'est une belle étape qui a été franchie aussi de mon côté à ce niveau-là. Et c'est quelque chose aussi que j'enseigne maintenant du coup aux personnes qui me rejoignent parce que, bah, forcément il y a des chefs d'entreprise, il y a ce type de profil aussi dans les personnes, qui rentrent dans l'accompagnement et ça peut aussi leur profiter justement de ce test que j'ai fait. Diversification que je souhaite atteindre à terme, c'est 50 de mes actifs en bourse, 50 de mes actifs en immobilier. Tu vas me dire: «Oui, mais Florent, tu es rentier avec la bourse». Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, forcément, tout de suite, c'est des gros montants. Donc, je sais pas, imagine, tu achètes, voilà, j'ai un immeuble en ce moment, il vaut 300 000 €. Rien que pour avoir l'équivalent en bourse, il faudrait que j'ai 300 000 € en bourse. Aujourd'hui, j'ai plusieurs, centaines de milliers d'euros en bourse, mais je suis pas encore à 50-50. Donc c'est vraiment mon objectif, à terme. Méthode RSR actuellement, donc ma stratégie actuelle, moi, c'est méthode RSR pour les actions avec 70 et méthode CLT pour la crypto à hauteur de 30 sachant que la méthode RSR me protège notamment des baisses, et j'ai pas encore de méthode RSR pour la crypto, mais ça pourrait arriver et là, on serait vraiment pas mal.
Parc immobilier actuel, si tu me connais pas encore et que tu rejoins le podcast, il se constitue de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai 6 appartements dans un immeuble, qui est, exploité, en mixte, c'est-à-dire il y a 4 appartements qui sont en location, type Airbnb, location courte durée et 2 en location longue durée. J'ai aussi avec ma compagne une maison en Normandie, ce qui nous permet de faire aussi de la location saisonnière et d'utiliser cette maison, occasionnellement quand on a envie d'aller un peu à la campagne, et de profiter, de la Normandie qui est ma région natale. Et le but de cet investissement, c'est qu'il soit autofinancé par les locations saisonnières justement. Donc, le but final, c'est d'avoir une maison secondaire gratuite. Et le dernier bien immobilier que j'ai, c'est une maison qui est en colocation, qui est en vente actuellement, que j'ai acheté en 2016 et qui génère, colocation de 6 personnes qui génère un cash flow positif entre 700 et 1 000 €. Et là, tu vas peut-être me dire: «Mais pourquoi pourquoi veux-tu vendre du coup?» Et bah, tout simplement parce que j'en ai marre de les gérer et j'ai besoin de récupérer ce cash, parce que j'ai 10 ans de remboursement de crédit dessus. Donc j'ai besoin en fait de récupérer, de rembourser le crédit, de récupérer le solde et de pouvoir potentiellement, soit faire d'autres projets immobiliers, soit, tout investir en bourse. Donc ça reste à déterminer en fonction aussi des projets immobiliers qui viendront à moi, à ce moment-là. Voilà un petit peu le parc et ça m'amène aux galères du mois, en IMO. Alors pas de grosses galères de dégâts des eaux, quoique si, je crois que j'ai eu je vais y revenir dessus. Si, j'ai quand même eu des dégâts des eaux. Je crois que j'en ai tous les mois, en fait. Alors, j'en ai eu par le passé des gros, donc là, la galère, ça a été de gérer ça avec les assurances pendant les vacances. Autant te dire qu'il y a personne qui bouge. Donc juillet et août, en fait, mes dégâts des eaux, moi, datent d'avril et de juin et du coup, autant te dire qu'ils sont toujours pas résolus. Là, je viens d'avoir une date de travaux, pour un dégât des eaux qui s'est passé en avril. On va faire les travaux en janvier, imagine. Donc heureusement, c'est vivable, il y a pas de ça a pas moisi, c'est juste du visuel, on va dire, de la dégradation visuelle. Ça a séché maintenant et cetera. Ça empêche pas C'était dans une salle de bain, ça empêche pas d'utiliser la salle de bain, mais bon, les délais, faut pas être pressé, quoi, hein. Et l'autre, du coup, ils ont mis, 2 mois à se dire: «Ah bah tiens, finalement, on va envoyer un expert». Parce qu'en fait, quand tu déclares un dégât des eaux, l'assurance fait passer d'abord, un artisan, pour évaluer le montant des réparations et ensuite, en fonction de ce montant des réparations et bah, ils vont faire intervenir un expert ou pas. Et donc rien que ça a pris déjà 2 mois, plus maintenant le rendez-vous de l'expert qui est encore décalé d'1 mois. Donc là, je vais me retrouver avec peut-être 6 mois dans les dents avant que les travaux, soient refaits, hein. Donc c'est quand même fou, ces délais-là, ça me dépasse, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi à ça que ça sert les assurances, c'est de rembourser en cas de dommages. Donc je suis obligé de passer par eux, je peux pas réparer par moi-même parce que sinon je vais pas être remboursé. Donc voilà, il faut faire venir, un expert, et cetera. Donc c'est encore un déplacement, ne serait-ce que pour accueillir l'expert, pour statuer, là-dessus, qu'il valide ou qu'il valide pas le devis, qu'il refasse son comparatif avec son enfin bref, c'est sans fin. Donc je pense que c'est pareil, ces dégâts-là, ne seront réparés que, courant janvier de l'année prochaine à mon avis. Ce qui est un peu plus chiant, c'est que c'est dans un appart qui est en location courte durée, c'est dans l'entrée de l'appart. Du coup, forcément, les voyageurs, ils tiquent. Quand ils rentrent dans l'appart, ils se disent: «Ah bah tiens, c'est pas conforme aux photos, il y a eu un dégât des eaux, remboursez-moi, machin». On prend des sales notes à cause de ça, de temps en temps et voilà, sachant que c'est en 2 pièces, donc en fait, la partie chambre n'est pas touchée, la partie salle de bain n'est pas touchée, le salon n'est pas touché, les toilettes non plus, le jardin non plus. Mais si tu fais de la location de courte durée, tu sais de quoi je parle. Les voyageurs sont un petit peu de plus en plus chiants, et de plus en plus regardants. Ils ont compris aussi, je pense, que s'ils râlaient sur Airbnb, souvent ils obtenaient gain de cause. Donc ils avaient des remises sur leur voyage, ils avaient des remboursements partiels, et cetera et du coup, ben, ça nuit. Je veux dire, le logement en tant que tel,
il répond aux attentes. Il y a juste une dégradation visuelle dans l'entrée. Donc dans ces cas-là, bon, je considère moi que c'est pas enfin si la personne vivait dedans et qu'elle avait le dégât des eaux, elle continuerait de vivre dedans. Moi, je considère qu'à partir du moment où on prévient le voyageur et qu'on lui dise: «Attention, on a eu un dégât dans l'entrée, est-ce que vous êtes OK avec ça?» et s'il dit: «Oui», bon, bah, voilà. Mais voilà, il y a eu quelques petites erreurs aussi au niveau conciergerie là-dessus à mon sens, dont je vais te parler aussi. Quelle galère j'ai eu d'autre? Semi-longue durée qui me plante au dernier moment, ouais, donc ça, c'est un voyageur qui est venu plusieurs fois dans l'immeuble, dans plusieurs logements et puis, du coup, de fil en aiguille, il nous dit: «Bon, bah, moi, j'aurais besoin du logement pendant 6 mois. J'arrive le 1er septembre, bloquez-moi, l'appartement, pendant 6 mois», on s'est mis d'accord sur un prix et cetera. Erreur de ma conciergerie, on n'a pas signé de contrat, on n'a pas pris de dépôt. Du coup, je te le mets dans le mille, le 1er septembre, plus de réponse au téléphone, pas de nouvelles, pas de virement, rien du tout. Donc moi, ça m'alerte parce que je me dis: «Bah, merde, on a fait rentrer un squatteur, le mec est rentré dans l'appart et puis il a changé les serrures et tout». Heureusement, c'est pas ça qui s'est passé, mais peut-être qu'il a eu un problème de santé, accident, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il répond plus au téléphone et du coup, moi, j'avais bloqué l'agenda. Donc en fait, j'ai eu, là, on est, mi-septembre à peu près, donc là, ça me fait déjà, 2 semaines, 15 jours dans le vent, et après, bah, toutes les locations potentielles que j'aurais pu avoir parce que les voyageurs, ils s'y prennent un petit peu à l'avance. Donc voilà, vraiment, ça, c'est chiant et ça, c'est encore, à mon sens, une erreur au niveau de la conciergerie qui aurait dû faire un contrat et prendre, une caution, ne serait-ce que pour bloquer. Donc ça, je vais être vraiment plus vigilant là-dessus. Honnêtement, c'était les vacances, j'avais envie de profiter de mes vacances, donc je répondais à moitié aux messages et cetera. Donc c'est aussi de ma faute, mais voilà, il faudra que je sois un petit peu, plus vigilant à ce niveau-là pour pas que ce type de problème se reproduise parce qu'après derrière c'est moi qui paye quoi. Finalement, le manque à gagner sur, la location, moi j'ai quand même les charges fixes, le crédit à rembourser, le contrat, d'électricité sur le logement, la box internet et cetera. Donc il y a quand même des charges fixes qui s'en vont et quand il y a pas du tout de revenus, bon, bah, voilà, il faut aller le piocher ailleurs. Heureusement, j'ai d'autres biens immobiliers, d'autres biens même dans l'immeuble, ce qui fait qu'au total, je m'en sors. Mais si j'avais juste cet appartement, ce serait vraiment dramatique, quoi. Ce qui m'amène du coup au changement de conciergerie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a appelés en juillet, pour nous dire, qu'elle arrêtait, parce que je pense qu'elle en a marre, trop de problèmes. La conciergerie, c'est gérer des problèmes, hein, donc je pense qu'elle en a un petit peu marre. Elle va faire une reconversion, professionnelle et c'est ce qui a amené finalement un petit peu toutes ces erreurs derrière. C'est-à-dire que sachant, qu'elle allait, arrêter, je pense qu'elle a été vraiment, peut-être pour des raisons de temps aussi, moins regardante sur pas mal de choses et ça a conduit à des problèmes et des choses qui s'accumulent dans les logements. Donc ça va assez vite, dans l'immobilier. Il faut vraiment, dès qu'il y a un problème, je dirais, il faut vraiment le noter, sauter dessus, réparer le problème au plus vite, parce que sinon, en fait, on laisse les problèmes s'accumuler et après on s'en sort plus, quoi. Donc changement de conciergerie pour être totalement transparent, je viens de signer le contrat avec la nouvelle conciergerie. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle a trouvé, un repreneur, que j'ai eu longuement au téléphone et du coup, bon voilà, ça a l'air sérieux, le contrat est sérieux, c'est une conciergerie qui s'étend, qui est partie vraiment de l'est de la France et qui est en train de prendre des parts de marché jusqu'à chez nous, c'est-à-dire jusqu'à la Normandie. Donc voilà, plutôt intéressant, on verra où ça nous mène. Je suis pas marié avec eux non plus. J'ai négocié un préavis de 2 mois, ce qui me laisse le temps éventuellement de repasser en longue durée. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête d'ailleurs, je calcule en fait la rentabilité exacte par bien et là les signes me montrent que, je gagnerais plus à le louer en longue durée qu'en courte durée. Donc c'est là-dessus que je vais les challenger, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à me remplir les agendas, sinon grosso modo d'ici la fin de l'année, ça veut dire qu'on passe en longue durée, quoi.
Donc voilà, un petit peu les news côté IMO. Les vacances aussi, c'est toujours l'occasion de remplir les colocs quand elles se vident puisque les étudiants partent un petit peu juin, juillet, reviennent un petit peu en août et cetera. Donc là, la coloc est pleine. Chose à laquelle je fais beaucoup plus attention qu'avant, c'est le profil. J'évite de prendre des premières années parce que moi, c'est beaucoup d'étudiants qui rentrent à la fac et j'évite de prendre maintenant des premières années parce que souvent, les premières années et ben, ils abandonnent. Ils abandonnent quelques mois plus tard, ils retournent chez leurs parents, ils se rendent compte que c'est pas la bonne filière et du coup, ils me plantent au bout de 2-3 mois. Ça arrivait vraiment plusieurs fois. Donc là, je prends vraiment, souvent des jeunes travailleurs qui ont soit des contrats d'alternance ou vraiment qui viennent bosser, dans le coin, soit des étudiants mais qui sont là pour, 2 ou 3 ans, histoire vraiment d'asseoir le truc et d'être sûr d'être un peu périn, sur les loyers et voilà. Après on a toujours, des histoires de vie qui font que de toute façon il y aura sûrement des gens qui vont partir au cours de l'année. Mais l'idée, c'est quand même de sécuriser sur une année, sur 10 mois, je dirais, pour être à peu près sûr que les loyers rentrent, sur les 10 prochains mois, quoi. Donc voilà un petit peu, concernant, la coloc et tout ça pour dire qu'en vrai, c'était pas comme j'étais en vacances, il y a pas eu trop d'emmerdes finalement, tout a été gérable. Tout a été géré en quelques messages WhatsApp, quelques messages audio, quelques coups de téléphone. Voilà, quand tu as les artisans, quand tu as tout qui est en place finalement, pardon. Quand tu as tout qui est en place finalement, en fait, il y a pas vraiment de gros soucis, si ce n'est une petite pollution mentale, mais ça, on l'a aussi, je dirais, quand on est salarié, avec un poste à responsabilité. Moi, je pense, par exemple, quand j'étais commercial, je sais que l'été, je regardais quand même mes mails, savoir s'il y avait des commandes qui arrivaient et cetera. Donc ça, en vrai, je pense que c'est un peu le lot, d'aujourd'hui d'être ultra connecté avec les smartphones et tout, c'est quand même assez dur de se déconnecter, totalement. Surtout que là, on était en vacances en France, donc on reçoit très bien, on peut s'appeler, machin, Je déconnectais plus quand je faisais des gros voyages, à l'étranger, dans la montagne où on recevait pas. Et là, j'avais que le wifi, de l'auberge de jeunesse pour me connecter de temps en temps pour pouvoir, avoir des news. Mais du coup, forcément, les gens se débrouillaient plus par eux-mêmes là. Là, ils se reposaient un petit peu sur moi. Ce qui m'amène du coup à la performance globale de tout mon patrimoine. Donc là, ça inclut bourse, crypto, immobilier, et cetera. Moi, l'objectif avec tout mon patrimoine, c'est d'avoir un rendement optimal et une stabilité financière, pour payer mes charges fixes en tant que rentier. Parce qu'aujourd'hui tous mes rendements, génèrent, mon salaire quoi, quelque part. Donc il faut quand même stabiliser un petit peu le tout. Ce qui m'amène justement, à équilibrer, c'est-à-dire, 50 bourse, 50 immobilier. C'est aussi pour stabiliser cet aspect rente, parce qu'il y a des années où l'immobilier va cartonner, puis d'autres, ça va être la bourse, des fois les 2 en même temps. Donc voilà, ça permet aussi de stabiliser des rentes et d'être, plus serein, sur cet aspect-là. Historiquement, mon patrimoine, il fait quand même 26,3 depuis 2011. On repasse dans le vert, cette année, on est à plus 2,7. Donc ça inclut mes performances en bourse qui sont négatives et le remboursement de mes crédits par mes locations. Donc c'est pour ça que c'est haussier malgré c'est vert malgré le fait que la bourse soit rouge cette année, tu vois? Et c'est là où je te dis ça peut s'équilibrer aussi. Le drawdown, donc le risque maximum que j'ai pris, sur mon patrimoine aujourd'hui est de 13 malgré toutes les crises que j'ai traversées, depuis, 2010-2011. Donc ça reste quand même un bon rapport rendement-risque pour moi, puisque d'un côté tu gagnes 26,3 de l'autre tu risques 13. Donc tu gagnes 2 fois plus que ce que tu risques, quoi, grosso modo. Donc c'est plutôt, intéressant de le voir comme ça et rendement est toujours infini, donc c'est la définition du rentier, c'est-à-dire que j'ai retiré plus que ce que j'ai ajouté dans mon patrimoine aujourd'hui. Donc mon patrimoine continue de grandir et continue de me rémunérer en tant que rentier. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Autre point dont je voulais te parler, et j'ai déjà parlé de ça, lors de mon dernier bilan, c'est l'investir en bourse via une société. Donc le test est réussi, confirmé et validé. Pourquoi faire ça? Parce que tu as des avantages fiscaux.
Ça te permet d'optimiser, la trésorerie de ton entreprise si tu en as une. Au lieu de passer par la case URSSAF pour investir en bourse en nom propre, bah, tu fais investir directement ta boîte et du coup, tu passes pas par la case URSSAF ou si tu es en SARL ou pas par la case charges patronales si tu es en SAS. Type de société, justement, ça peut être pour de l'auto-entreprise, mais bon, auto-entreprise, en vrai, tu peux investir, toi-même, en nom propre, hein, puisque c'est presque du nom propre. SARL, SAS, donc c'est vraiment particulièrement adapté, à ceux qui sont, gérants majoritaires dans leur société, aux infopreneurs, aux solopreneurs, voilà, ce type de dirigeants de nos sociétés comme moi, finalement. Et moi, mon objectif avec ça, c'est vraiment d'investir une partie de mes bénéfices pour préparer ma retraite. Donc plus qu'un simple investissement en bourse, c'est aussi une garantie supplémentaire d'être prêt pour la retraite, même si je suis déjà potentiellement en pré-retraite, on va dire. L'idée, c'est quand même de continuer à accumuler avec ma boîte pour compléter la retraite, potentielle que va me verser l'URSSAF, c'est-à-dire à peu près, je pense, entre 1 500 à peu près 1 500 balles, je pense. Donc bon après j'ai d'autres leviers, j'ai mon patrimoine perso, j'ai l'immobilier, j'ai ces investissements via la boîte. Voilà, le but, c'est de cumuler tout ça et d'avoir, finalement une retraite qui sera limite plus haute que, mes salaires, actuels. Donc voilà un peu l'objectif. Nouvelle piste pour le mois de septembre là que je vais bien creuser, et que j'ai pas encore mis à mon arc, de compétences, c'est l'optimisation avec le PER. Alors pourquoi je m'y étais pas intéressé pour le moment? Parce que tout simplement j'ai 40 ans et du coup je voulais pas bloquer mon argent sur les, 23 ou, même plus, 27 prochaines années. Parce que l'argent que tu mets sur un PER, c'est bloqué jusqu'à la retraite en théorie. Mais je m'y intéresse parce que dans les personnes que j'accompagne, j'ai aussi des profils qui sont proches de la retraite et du coup, ben, il faut prendre ça en compte et il faut, les accompagner au mieux, réfléchir aux meilleures solutions qu'ils peuvent mettre en place aussi de leur côté et c'est vrai que, le PER dans ce cas-là, peut être potentiellement avantageux. Donc voilà, c'est des pistes qu'on étudie. Autre point pour lequel, je m'y étais pas intéressé, c'est qu'il n'était pas forcément compatible avec, mes stratégies d'investissement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2010. En 2010, tu oublies le PER, c'était pas du tout un bon moyen d'investir en bourse. Aujourd'hui, les financiers évoluent, les temps évoluent, flexibilité évolue aussi et ce qui permet aujourd'hui, d'investir, un peu sur, des méthodologies similaires aux miennes avec un PER. Donc ça, c'est vraiment assez récent et c'est ce qui me permet aussi, de m'y intéresser parce que m'y intéresser pour te dire, que je peux pas t'aider dessus, ça sert à rien. Le but, c'est de trouver des PER, qui peuvent être avantageux aussi en bourse, avec lesquels on peut mettre de bonnes méthodes d'investissement en bourse. Autre avantage du PER, c'est pour ceux qui sont sûrs et certains d'être salariés, finalement toute leur vie, au moins de travailler. Ceux qui sont certains de travailler jusqu'à l'horizon de la retraite, bah, c'est un avantage fiscal à l'entrée. En fait, tout ce que tu mets sur un PER, tu récupères, alors ça dépend de ton taux marginal d'imposition, de ta tranche d'imposition, en fait, mais la plupart des gens qui gagnent correctement leur vie vont être, autour de 30 de TMI, voire plus et ce qui fait que si tu mets, par exemple, 1 000 € sur un PER et ben, tu vas récupérer 300 € de crédit d'impôt. 30 de 1 000, ça fait 300, donc ça sera 300 € d'impôt, à payer en moins et tu le récupères à la sortie puisque, en fait, quand tu vas bien sûr, tu as cet avantage fiscal, l'État te le reprend quand tu récupères l'argent, mais comme quand tu sors, en théorie, tu es à la retraite, tu gagnes moins d'argent, ta TMI va baisser, ce qui fait que quand tu vas récupérer l'argent, bah, tu seras moins imposé à ce moment-là. Donc, avantage à l'entrée, je te dis n'importe quoi, 30. À la sortie, tu devras repayer peut-être que, la tranche d'en dessous et du coup, tu payeras moins, d'impôts, quand tu récupéreras l'argent. Autre point, c'est qu'il peut être cassé en cas de d'achat de résidence principale ou fin de droit au chômage. Donc ça nous
pénalise pas forcément jusqu'à la retraite. Alors l'État n'est pas fou, c'est-à-dire que si tu récupères l'argent avant la retraite, tu repayes, ce que tu as gagné en impôts. Mais, c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut récupérer l'argent avant la retraite. Sur certaines conditions, spécifiques, mais c'est possible. Donc voilà, ce que je pensais qui était pas forcément possible, avant. Donc comme je te disais, je suis en train de creuser le sujet. Je ramènerai de nouvelles informations au fur et à mesure de ma montée en compétences aussi, dans ce domaine qui reste à creuser pour ma part et voilà, je pense qu'à la fin, je serai un gestionnaire de patrimoine, finalement, autodidacte, mais l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de creuser. J'aime bien creuser par moi-même différents sujets, et du coup, je rajoute toujours comme ça, hem des petites cartouches, qui vont me permettre de mieux accompagner encore, ceux que j'accompagne déjà. Si je te remets un petit peu les avantages de la méthode RSR aujourd'hui, mes méthodes d'investissement. Méthode RSR, c'est que c'est un signal mensuel, c'est 30 minutes par mois, de gestion seulement. On se protège en cas de crise, c'est-à-dire on sort du marché avant les gros crashs, les grosses crises. Performance historique de 23,5% annualisée sur 26 ans, 30,3% par an en moyenne sur les 10 dernières années et c'est fois 4,5 sur les 5 dernières années. Donc tu mets 10 000 €, tu repars avec 45 000 €. Tu mets 100 000 €, tu repars avec 450 000 €. Donc voilà, ça reste quand même de très bonnes performances. C'est entièrement accessible aux débutants. Tu as pas besoin d'expertise financière parce que c'est un accompagnement personnalisé avec moi-même et ça permet de vraiment mettre en place ta propre stratégie d'investissement qui va te correspondre à toi en fonction de ton horizon de temps, de ce que tu as envie de faire, du montant, du capital, du risque que tu veux prendre, etc. Et c'est compatible avec tous les outils qu'on peut utiliser en bourse, c'est-à-dire, le compte titre ordinaire, le PEA, l'assurance vie et bientôt du coup, le PER probablement, qui sera aussi compatible avec, la méthode RSR. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu as écouté, ce podcast, jusqu'au bout, déjà merci et puis ce que je t'invite à faire, c'est, de te faire ta propre éducation, financière en écoutant, ce podcast, en apprenant les bases de l'investissement en bourse et dans la description du podcast, tu as aussi, hem, un lien qui t'amène à une formation, vidéo, offerte pour en apprendre plus sur ma manière d'investir en bourse. Les gros problèmes aussi qu'on peut rencontrer en bourse quand on est débutant. Voilà, c'est une vidéo qui dure 30 minutes et qui va vraiment t'expliquer, te faire prendre conscience de ce qu'on peut faire en bourse, et de ce qu'il faut pas faire aussi comme erreur en bourse. Donc voilà, maintenant ce qui te reste à faire, si tu l'as pas déjà fait, c'est de passer à l'action. Donc d'ouvrir les bons comptes avec la bonne fiscalité, de bien comprendre ce que ce sont des ETF, comment moi ça m'a changé ma vie, de définir ta stratégie, de commencer avec des petits montants et de mettre vraiment, la main à la pâte, pour potentiellement changer ton avenir, financier comme moi j'ai réussi à changer le mien. Parce qu'en 2010, je te le rappelle, j'avais, 2 000 € sur un livret A. Donc ça peut vraiment changer des vies. En tout cas, moi, ça a changé la mienne et j'espère, changer la vie de pas mal de personnes aussi, heu, lors de ces accompagnements. Si je dois aussi, te rappeler ce qu'est la bourse en 2 mots, c'est la patience, parce que c'est de l'investissement long terme. On parle de 5 ans, donc ça sert à rien de regarder toutes les heures ce qui se passe en bourse ou même tous les jours et d'autre part, c'est de la discipline parce qu'il faut mettre en place une routine mensuelle qui va te durer toute ta vie. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points importants à mettre en place si tu veux investir en bourse, et commencer à changer, ton avenir financier. Voilà, bah, écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Un dernier mot, où je voudrais, dire la bienvenue aussi à Maria, à Karine, à Cécile et à Amandine qui ont rejoint le programme fin août, début septembre. Que des femmes, tu vois? Et du coup, je leur souhaite la bienvenue dans le programme et on est en train déjà de mettre tout ça en place, tous ensemble. Il y a Eric aussi qui nous a rejoint, très récemment, il y a 2 jours. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais pas mal de boulot au début de l'année, pour lancer les accompagnements avec ces personnes-là. Voilà et si toi aussi tu es intéressé, bah, tu tapes, méthodersr.com,
tu rentres ton mail, tu verras la vidéo gratuite de formation dont je viens de te parler et tu auras aussi l'occasion de prendre, un rendez-vous avec moi et c'est moi que tu auras directement au téléphone et moi, ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir un auditeur du podcast, lors de ces échanges. C'est toujours hyper intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir un peu tout ça sur méthodersr.com. Hem, je te ferai, j'espère pouvoir reprendre un podcast par semaine, sur les prochaines semaines. M'en veux pas si j'y arrive pas. Voilà, l'idée, c'était pas non plus de me recréer un travail avec tout ça, mais j'aime bien faire ces podcasts et j'espère qu'ils te plaisent aussi et voilà, je te souhaite une belle matinée, belle journée, belle soirée, bon sport, bonne vaisselle, je ne sais quoi et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao, ciao, ciao.